Commençons le livre. Père riche, Père pauvre. Introduction. L'indépendance financière à la portée de tout. L'éducation financière constitue le véritable socle de la liberté individuelle. Dans cet ouvrage emblématique, l'auteur oppose deux visions du monde diamétralement contraires à travers les figures de son père biologique et du père de son meilleur ami. Le premier, très instruit, a lutté toute sa vie avec ses finances, tandis que le second, autodidacte, est devenu l'un des hommes les plus fortunés de sa région. Ce livre ne se contente pas de livrer des théories économiques abstraites, il propose un véritable changement de paradigme. En comprenant la distinction fondamentale entre ce qui enrichit et ce qui appauvrit, chacun peut transformer son rapport à l'argent. L'objectif n'est plus de travailler dur pour un salaire, mais de faire en sorte que l'argent travaille pour soi. C'est une invitation puissante à repenser nos certitudes pour bâtir une richesse durable. Chapitre 1. Deux pères, deux visions radicalement opposées du monde. L'environnement dans lequel un enfant grandit façonne inévitablement ses croyances, et c'est précisément cette dualité qui sert de fondation à toute cette réflexion financière. La confrontation entre deux modèles parentaux offre une perspective fascinante sur la manière dont les idées déterminent le destin financier d'un individu. D'un côté, nous trouvons la figure du père biologique, un homme brillant, titulaire de diplômes universitaires prestigieux, occupant un poste à haute responsabilité dans l'administration publique. De l'autre côté se dresse le père du meilleur ami de l'auteur, un homme qui a quitté l'école très tôt mais qui possède une intelligence pratique et une compréhension innée des mécanismes de l'argent. Ces deux hommes incarnent deux philosophies de vie qui s'affrontent silencieusement dans l'esprit d'un jeune garçon en pleine construction. Il est fascinant d'observer comment le langage utilisé au quotidien reflète l'état d'esprit de ces deux figures paternelles. Le père très instruit, qui connaîtra des difficultés financières toute sa vie, a l'habitude de prononcer des phrases définitives telles que « je n'ai pas les moyens de me l'offrir ». Cette simple affirmation agit comme un verrou psychologique. Dès que ces mots sont prononcés, le cerveau cesse de chercher des solutions, acceptant la défaite comme une fatalité. À l'inverse, le père autodidacte, qui bâtira un immense empire financier, interdit formellement l'usage de cette expression. Il exige qu'on la remplace par une question stimulante. Comment puis-je me l'offrir ? Cette subtile nuance linguistique force l'esprit à se mettre en mouvement, à explorer des alternatives, à faire preuve de créativité et à envisager des possibilités insoupçonnées. Le premier modèle endort l'intellect, tandis que le second l'entraîne comme un muscle. Cette différence d'approche s'étend à la vision même de l'éducation et du travail. Le modèle traditionnel, largement partagé par la majorité de la société, prône un cheminement linéaire et prétendument sécurisé. Il s'agit d'étudier assidûment, d'obtenir de bonnes notes, pour finalement décrocher un emploi stable au sein d'une grande entreprise ou de la fonction publique, avec la promesse d'une retraite paisible. C'est la quête perpétuelle de la sécurité. Cependant, cette sécurité est souvent illusoire et maintient les individus dans une dépendance totale vis-à-vis de leur employeur et de l'État. Le second modèle, en revanche, encourage à étudier non pas pour trouver une entreprise qui embauche, mais pour trouver une entreprise à racheter ou à créer. Il ne s'agit plus de chercher la sécurité à tout prix, mais d'apprendre à évaluer et à gérer les risques. L'apprentissage de la richesse commence par une prise de conscience brutale des réalités du monde du travail. L'anecdote fondatrice du livre illustre parfaitement ce point. Deux jeunes garçons, désireux d'apprendre à gagner de l'argent, se retrouvent à travailler dans une petite épicerie pour un salaire de misère, à peine quelques centimes de l'heure. Rapidement, la frustration s'installe. Le travail est dur, répétitif, et la rémunération est dérisoire. Cette colère naissante est exactement ce que le mentor financier espérait provoquer. Il utilise cette situation inconfortable pour enseigner une leçon magistrale. La plupart des gens passent leur vie entière dans cette même frustration, acceptant des salaires insuffisants par peur de perdre leur emploi, espérant de maigres augmentations qui sont immédiatement absorbées par l'inflation ou les impôts. La véritable éducation financière ne s'acquiert pas sur les bancs de l'école. Le système éducatif traditionnel est conçu pour former d'excellents employés, des techniciens compétents, des cadres obéissants, mais il omet tragiquement d'enseigner le fonctionnement de l'argent. On apprend aux jeunes à travailler pour l'argent, mais on ne leur apprend jamais comment faire en sorte que l'argent travaille pour eux. Cette lacune éducative explique pourquoi tant de personnes brillantes, médecins, ingénieurs ou avocats, se retrouvent parfois dans des situations financières précaires malgré des revenus confortables. Ils maîtrisent leur profession à la perfection, mais ignorent tout des règles du jeu économique. Pour s'affranchir de ce conditionnement, il est impératif de remettre en question les dogmes hérités de notre éducation. L'amour de l'argent n'est pas la racine de tous les maux, comme le prétend le père instruit. C'est plutôt le manque d'argent, ou la peur d'en manquer, qui engendre les compromis les plus douloureux et les situations les plus tragiques. L'argent en soi est neutre. Il n'est qu'un outil, un amplificateur de ce que nous sommes déjà. Refuser de s'y intéresser sous prétexte de noblesse d'âme est souvent une excuse pour masquer une incompréhension ou une peur de l'échec. En fin de compte, le choix entre ces deux visions du monde appartient à chacun.
Nous pouvons choisir de perpétuer le schéma rassurant mais limitant du travailleur acharné qui échange son temps contre un salaire fixe. Ou nous pouvons adopter l'état d'esprit du bâtisseur, de celui qui observe, qui apprend et qui crée des systèmes générateurs de revenus. Ce premier chapitre pose les fondations d'une transformation intérieure indispensable. Avant même de parler de chiffres, d'investissement ou de stratégie fiscale, il faut d'abord choisir ses croyances avec soin, car ce sont elles qui dicteront nos actions futures et, in fine, notre réalité financière. Chapitre 2. L'illusion du salaire et le piège des émotions. La quête incessante d'un revenu fixe masque souvent une réalité bien plus complexe, dictée par des réactions émotionnelles plutôt que par la raison. Comprendre ce mécanisme psychologique est la première étape indispensable pour s'affranchir de la dépendance financière. La majorité des individus se lèvent chaque matin pour aller travailler, non pas par passion ou par vocation, mais poussés par une force invisible et puissante, la peur. La peur de ne pas pouvoir payer ses factures, la peur d'être licencié, la peur de manquer d'argent, la peur de recommencer à zéro. Cette angoisse sourde maintient les travailleurs dans un cycle perpétuel, les transformant en prisonniers volontaires d'un système qu'ils n'ont pas pris le temps d'analyser. Ce cycle infernal, souvent qualifié de course des rats ou de foire d'empoigne, est alimenté par deux émotions fondamentales qui gouvernent la vie financière des personnes non averties, la peur et l'avidité. Si la peur pousse à accepter un emploi et à s'y accrocher, l'avidité, ou plus simplement le désir, prend le relais dès que le salaire est versé. L'argent fraîchement gagné éveille des envies de consommation immédiate. On pense aux vacances, à une nouvelle voiture, à des vêtements à la mode ou à un logement plus spacieux. Le désir de posséder des biens matériels pour afficher une certaine réussite sociale ou pour se procurer un plaisir éphémère pousse à dépenser l'intégralité des revenus. Ainsi, le piège se referme. La peur ramène l'individu au travail, et le désir vide ses poches. Il est tragique de constater que l'augmentation des revenus ne résout en rien ce problème émotionnel. Bien au contraire, elle a tendance à l'aggraver. Lorsqu'une personne obtient une promotion ou une augmentation de salaire, son premier réflexe n'est que très rarement d'investir ce surplus. La réaction typique consiste à augmenter son niveau de vie de manière proportionnelle. On contracte un emprunt plus important pour une maison plus grande, on achète un véhicule plus luxueux, on multiplie les sorties coûteuses. Les dépenses augmentent au même rythme que les revenus, voire plus vite. C'est l'illusion parfaite. On gagne plus d'argent, mais on se sent toujours aussi pauvre, toujours aussi dépendant de la prochaine paie. La pression financière reste identique, seul le décor a changé. Pour illustrer ce phénomène, on peut évoquer l'image classique de l'âne qui tire une charrette. Le maître fait avancer l'animal en balançant une carotte au bout d'un bâton juste devant son museau. L'âne court après la carotte, pensant l'atteindre à chaque pas, mais il ne fait que tirer la charge de son maître. Le lendemain, l'histoire recommence. Pour beaucoup de travailleurs, l'argent joue le rôle de cette carotte. L'illusion d'un bonheur futur lié à la consommation les maintient dans l'effort, sans qu'ils ne réalisent qu'ils épuisent leur énergie à enrichir les propriétaires de l'entreprise, le gouvernement par le biais des impôts, et les banques par le remboursement des crédits à la consommation. La véritable intelligence financière exige de prendre du recul par rapport à ses émotions. Il ne s'agit pas de supprimer la peur ou le désir, ce qui serait humainement impossible, mais d'apprendre à les observer et à ne plus les laisser dicter nos décisions. Lorsqu'une émotion forte surgit face à une question d'argent, la réaction habituelle est de réagir immédiatement, de manière impulsive. L'individu financièrement éduqué, au contraire, utilise cette émotion pour stimuler sa réflexion. Au lieu de se précipiter pour acheter un bien de consommation à crédit pour satisfaire un désir immédiat, il se demande comment il pourrait générer un revenu supplémentaire qui couvrirait cette dépense. Il utilise sa raison pour dompter son émotion. L'école, malheureusement, ne prépare absolument pas à cette maîtrise émotionnelle et financière. Le système éducatif se concentre exclusivement sur l'acquisition de compétences techniques et académiques. On y apprend à devenir un excellent rouage de la machine économique, mais on n'y enseigne jamais le fonctionnement de la machine elle-même. Les diplômés sortent du système scolaire avec la conviction profonde que la seule voie possible est de trouver un emploi sûr et de travailler dur pour de l'argent. Ils ignorent que les individus véritablement fortunés ne travaillent pas pour l'argent. Cette affirmation peut sembler paradoxale, mais elle constitue le cœur de la philosophie de l'enrichissement. Les bâtisseurs de patrimoine travaillent pour acquérir ou créer des actifs. Ils investissent leur temps et leur énergie dans la construction de systèmes qui généreront des revenus de manière autonome, que ces personnes soient présentes ou non. L'argent devient alors un employé dévoué, travaillant 24 heures sur 24, sans jamais demander de congé ni d'augmentation. C'est un renversement total de perspective. Tant que l'on considère l'argent comme la récompense d'un effort physique ou intellectuel direct, on reste limité par le nombre d'heures dans une journée. Dès lors que l'on comprend que l'argent doit être un outil de production, les limites disparaissent. Sortir de l'illusion du salaire demande du courage. Il faut accepter de remettre en question les certitudes rassurantes transmises par la famille et la société. Il faut accepter de paraître parfois à contre-courant, de refuser les dépenses ostentatoires qui flattent l'ego mais ruinent le portefeuille.
C'est un cheminement intérieur qui demande de la discipline et une volonté farouche de voir la réalité telle qu'elle est, au-delà des apparences trompeuses de la sécurité de l'emploi. La liberté financière n'est pas une question de chance ou de talent exceptionnel, c'est avant tout le résultat d'un choix conscient. Celui de refuser d'être l'esclave de ses émotions et de décider, enfin, de prendre le contrôle de son destin économique. Chapitre 3. Le secret absolu. Distinguer les actifs des passifs. La simplicité d'un concept dissimule parfois sa puissance transformatrice. Et c'est exactement le cas de la règle d'or de l'enrichissement. Toute la philosophie de la construction patrimoniale repose sur une ligne de démarcation claire entre ce qui enrichit et ce qui appauvrit. Si l'on devait résumer l'éducation financière à une seule et unique leçon, ce serait celle-ci. Il faut impérativement connaître la différence entre un actif et un passif, et concentrer tous ses efforts sur l'acquisition d'actifs. Cette règle semble d'une évidence enfantine, et pourtant, c'est précisément son incompréhension qui maintient la grande majorité de la population dans des difficultés financières chroniques. Pour comprendre cette distinction, il faut abandonner le jargon comptable traditionnel, souvent trop complexe et abstrait, pour adopter une définition d'une limpidité absolue. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans notre poche, que l'on travaille ou non. Un passif, à l'inverse, est quelque chose qui retire de l'argent de notre poche. C'est aussi simple que cela. L'intelligence financière ne se mesure pas à la capacité de mémoriser des formules mathématiques complexes, mais à l'aptitude à lire et à comprendre le mouvement de l'argent, ce que l'on appelle le flux de trésorerie. C'est la direction de ce flux qui détermine la nature d'un bien. Examinons le comportement financier typique des différentes classes sociales à travers le prisme de ce flux de trésorerie. Les personnes en situation de précarité financière ont un schéma très simple. L'argent entre sous forme de salaire et ressort immédiatement sous forme de dépenses incompressibles: nourriture, loyer, transport, impôts. Il ne reste rien à la fin du mois. La classe moyenne, quant à elle, présente un schéma plus pernicieux. Ses revenus sont généralement plus élevés, mais elle utilise cet argent pour acquérir des passifs qu'elle considère, à tort, comme des actifs. Elle achète des voitures à crédit, des résidences principales onéreuses, des équipements électroniques coûteux. Ces achats génèrent des dépenses récurrentes: remboursement d'emprunts, assurance, entretien, taxes. Le flux de trésorerie entre par la case des revenus, transite par la case des passifs, et ressort par la case des dépenses. C'est ici que réside le grand piège de la classe moyenne, la confusion tragique entre un actif et un passif. L'exemple le plus frappant, et souvent le plus controversé, est celui de la résidence principale. La croyance populaire, largement encouragée par les banques et le secteur immobilier, veut que l'achat de sa maison soit le meilleur investissement possible. Pourtant, si l'on applique la définition stricte évoquée plus haut, une résidence principale est un passif. Elle ne met pas d'argent dans la poche de son propriétaire, au contraire, elle en retire chaque mois. Il faut payer les mensualités du crédit, les taxes foncières, l'assurance habitation, les réparations imprévues et l'entretien régulier. De plus, l'argent immobilisé dans cet achat ne peut pas être investi ailleurs dans de véritables actifs générateurs de revenus. Affirmer qu'une maison est un passif ne signifie pas qu'il ne faut pas en posséder une. Cela signifie simplement qu'il faut être lucide sur la nature de cet achat. Les individus financièrement intelligents n'achètent une résidence principale luxueuse que lorsque les revenus générés par leurs véritables actifs sont suffisants pour en couvrir les frais. Ils ne s'endettent pas sur 30 ans en espérant que la valeur de leur maison augmentera pour assurer leur retraite. Ils construisent d'abord une colonne d'actifs solides. Alors, à quoi ressemble le schéma financier des personnes fortunées? Il est radicalement différent. Leur attention est presque exclusivement focalisée sur la colonne des actifs. Ils acquièrent des biens immobiliers destinés à la location, des actions d'entreprises versant des dividendes, des obligations, des droits d'auteur, ou ils créent des entreprises automatisées. Ces actifs génèrent un flux de trésorerie positif qui vient alimenter la colonne des revenus. L'argent produit par ces actifs est ensuite réinvesti pour acquérir de nouveaux actifs, créant ainsi un cercle vertueux d'enrichissement exponentiel. Les dépenses sont maintenues à un niveau raisonnable, et les passifs sont réduits au strict minimum. La maîtrise de cette règle exige une certaine alphabétisation financière. Il est indispensable d'apprendre à lire les chiffres, à comprendre un bilan et un compte de résultats. Les chiffres en eux-mêmes ne sont pas passionnants, mais l'histoire qu'ils racontent est fascinante. Un bilan financier raconte l'histoire de la vie d'une personne, ses choix, ses peurs, ses ambitions. Il révèle instantanément si une personne travaille pour l'argent ou si l'argent travaille pour elle. Sans cette capacité à lire les chiffres, on navigue à l'aveugle, se fiant aux conseils souvent biaisés des vendeurs de produits financiers ou aux opinions non éclairées de son entourage. Le drame de notre société de consommation est qu'elle est conçue pour nous faire accumuler des passifs. La publicité, le crédit facile, la pression sociale, tout nous pousse à dépenser l'argent que nous n'avons pas encore gagné pour acheter des choses dont nous n'avons pas réellement besoin. Résister à cette pression demande une discipline de fer et une vision à long terme. Il faut accepter de vivre en dessous de ses moyens pendant un certain temps, de rouler dans une voiture d'occasion plutôt que de contracter un crédit pour un véhicule neuf,
de reporter la satisfaction immédiate pour bâtir une sécurité future. En conclusion, la richesse ne se mesure pas à l'aune du salaire mensuel, mais à la taille et à la solidité de la colonne des actifs. Une personne qui gagne des sommes astronomiques mais qui dépense tout en passif n'est pas riche. Elle est simplement un rouage bien huilé de l'économie de consommation, à un licenciement près de la faillite. Le véritable secret de l'indépendance financière réside dans cette discipline quotidienne. Chaque euro gagné doit être considéré comme un employé potentiel. Le but du jeu est de recruter le plus grand nombre possible de ces employés et de les envoyer travailler dans la colonne des actifs pour qu'ils ramènent de nouveaux employés. C'est ainsi, patiemment et méthodiquement, que se construisent les véritables fortunes. Chapitre 4. Cultiver son propre jardin financier avec patience. L'indépendance véritable commence au moment où l'on décide de consacrer son énergie à bâtir son propre patrimoine plutôt qu'à enrichir autrui. Il s'agit d'une transition mentale cruciale, passant du statut de simple rouage économique à celui de créateur de richesse. Dans la société actuelle, une confusion profonde règne entre la profession d'un individu et ses véritables affaires. Lorsqu'on demande à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, il répondra invariablement par son métier. Je suis banquier, je suis ingénieur, ou je suis mécanicien. Pourtant, ce métier représente la manière dont cette personne gagne sa vie pour payer ses factures, mais cela ne constitue en rien ses propres affaires. Travailler pour une entreprise, c'est s'occuper des affaires du propriétaire ou des actionnaires de cette entreprise. Pour atteindre la liberté financière, il est impératif de commencer à s'occuper de ses propres affaires. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille démissionner de son emploi salarié du jour au lendemain pour se lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein. Au contraire, il est souvent plus sage de conserver son emploi principal, qui assure la sécurité quotidienne et le paiement des charges courantes, tout en commençant à construire, en parallèle, sa propre colonne d'actifs. C'est durant le temps libre, les soirs et les week-ends, que se forge la véritable richesse. L'objectif est de transformer progressivement les revenus issus du travail salarié en investissement durable. Mais que signifie concrètement s'occuper de ses affaires? Cela implique de concentrer son attention sur l'acquisition et la création d'actifs réels. Il est essentiel de bien comprendre ce qui constitue un véritable actif. Il ne s'agit pas de collectionner des objets de valeur douteuse ou d'acheter des biens de consommation en espérant qu'ils prennent de la valeur. Les véritables actifs se divisent en plusieurs catégories distinctes. La première comprend les entreprises qui ne requièrent pas la présence physique de leurs propriétaires pour fonctionner. Si l'on doit être présent tous les jours pour que l'entreprise tourne, ce n'est plus un actif, c'est un emploi que l'on sait soi-même créer. Les véritables entreprises automatisées sont gérées par d'autres personnes compétentes. La deuxième catégorie englobe les valeurs mobilières, telles que les actions et les obligations. Ce sont des parts de propriété dans des entreprises ou des prêts accordés à des institutions, qui génèrent des dividendes ou des intérêts. La troisième catégorie, souvent privilégiée pour sa tangibilité, est l'immobilier de rendement. Il s'agit d'acquérir des biens immobiliers non pas pour y habiter, mais pour les louer, générant ainsi un flux de trésorerie mensuel positif après déduction de toutes les charges et des remboursements d'emprunts. Enfin, on trouve les actifs immatériels, comme les droits d'auteur sur des œuvres musicales, littéraires, ou des brevets sur des inventions, qui rapportent des redevances régulières. Une anecdote célèbre illustre parfaitement cette distinction entre profession et affaires. Ray Kroc, l'homme qui a transformé McDonald's en un empire mondial, a un jour demandé à un groupe d'étudiants en commerce quelle était, selon eux, son activité principale. Les étudiants, amusés, ont répondu qu'ils vendaient des hamburgers. Ray Kroc a alors souri et corrigé leur perception. Sa profession était effectivement de vendre des franchises de restauration rapide, mais ses véritables affaires, son cœur de métier stratégique, c'était l'immobilier. En effet, le modèle économique de l'entreprise reposait sur l'acquisition des meilleurs emplacements commerciaux à travers le monde. Les franchisés payaient le terrain et le bâtiment en vendant des hamburgers. L'entreprise accumulait ainsi un patrimoine immobilier colossal. Ray Kroc avait parfaitement compris l'importance de s'occuper de ses propres affaires. Le processus de construction de cette colonne d'actifs demande de la patience, de la discipline et un véritable intérêt pour le domaine choisi. Il est fortement déconseillé d'investir dans des secteurs que l'on ne comprend pas ou qui ne suscitent aucun enthousiasme. L'investissement ne doit pas être perçu comme une corvée, mais comme une passion. Si l'on déteste l'immobilier et la gestion des locataires, il est absurde de s'y lancer simplement parce que c'est réputé rentable. Il vaut mieux se tourner vers les marchés financiers, la création de contenu ou l'investissement dans des startups, à condition de s'y former sérieusement. L'attachement émotionnel positif à ces investissements pousse à s'informer continuellement, à analyser les tendances et à prendre des décisions éclairées. L'un des plus grands obstacles à cette démarche est la tentation de liquider ses actifs pour s'offrir des biens de consommation luxueux. C'est une erreur fatale. Les individus qui maîtrisent les règles de l'argent utilisent les revenus générés par leurs actifs pour financer leurs caprices. Si l'on souhaite acquérir une voiture de sport ou faire un voyage somptueux, on ne puise pas dans son capital et on ne s'endette pas.
On cherche un moyen d'acquérir un nouvel actif dont le flux de trésorerie couvrira exactement le coût de ce luxe. Ainsi, le plaisir est financé par l'intelligence financière, et le capital reste intact, continuant de croître. Le luxe devient la récompense d'un investissement réussi, et non le fardeau d'une dette accumulée. En définitive, cultiver son propre jardin financier est un acte d'émancipation. C'est refuser de laisser son avenir économique entre les mains d'un employeur ou de l'État. C'est prendre la responsabilité de sa propre sécurité. Chaque euro investi dans un actif est une graine plantée dans ce jardin. Au début, la croissance est invisible, les résultats semblent dérisoires. Il faut arroser, protéger les jeunes pousses, faire preuve de constance. Mais avec le temps, grâce à la magie des intérêts composés et à la récurrence des revenus, ce jardin se transforme en une forêt robuste, capable de fournir de l'ombre et des fruits en abondance, garantissant ainsi une véritable tranquillité d'esprit pour les générations à venir. Chapitre 5. Le bouclier fiscal et la puissance des structures. La méconnaissance des règles du jeu économique maintient la majorité des individus dans une position de vulnérabilité face aux prélèvements obligatoires. L'intelligence financière consiste justement à utiliser les cadres légaux existants pour protéger et faire fructifier le fruit de ses efforts. L'un des secrets les mieux gardés des bâtisseurs de patrimoine réside dans leur compréhension approfondie de la fiscalité et du droit des sociétés. Pour le citoyen moyen, les impôts sont une fatalité, une ponction inévitable sur le salaire, prélevée à la source avant même que l'argent ne touche le compte en banque. Pour les initiés, la fiscalité est un ensemble de règles complexes mais malléables, offrant de multiples opportunités d'optimisation légale. Pour saisir cette dynamique, il est utile de faire un bref détour par l'histoire de l'impôt. À l'origine, dans de nombreux pays occidentaux, l'impôt sur le revenu n'existait pas ou n'était prélevé qu'en temps de guerre. Lorsqu'il a été instauré de manière permanente, il a été présenté aux populations comme une mesure de justice sociale, destinée exclusivement à taxer les plus riches pour redistribuer les richesses. Les classes populaires et moyennes ont applaudi cette initiative, pensant qu'elles en seraient exemptées. Cependant, l'appétit des gouvernements pour les fonds publics étant insatiable, le filet fiscal s'est inévitablement élargi pour englober la classe moyenne, puis les travailleurs aux revenus plus modestes. Ironiquement, les véritables riches, ceux qui étaient initialement visés, ont rapidement trouvé les moyens légaux d'échapper à cette pression fiscale écrasante. Leur arme principale dans cette bataille légale est la création de sociétés. Une société n'est pas nécessairement un grand bâtiment rempli de bureaux et d'employés. Dans sa forme la plus simple, c'est une entité juridique, un dossier contenant des documents légaux enregistrés auprès des autorités compétentes. Cette entité agit comme un bouclier protecteur et offre des avantages fiscaux considérables. La différence fondamentale entre un employé et une société réside dans l'ordre dans lequel l'argent est gagné, imposé et dépensé. C'est une nuance d'une importance capitale. Un employé salarié suit un schéma rigide. Il gagne de l'argent, le gouvernement prélève immédiatement sa part sous forme d'impôts et de taxes, et l'employé tente de vivre avec ce qu'il reste. S'il souhaite acheter un ordinateur pour son développement personnel ou payer des frais de déplacement, il doit le faire avec de l'argent qui a déjà été lourdement taxé. À l'inverse, une société fonctionne selon un schéma inversé. Elle gagne de l'argent, elle dépense tout ce qu'elle peut légalement déduire frais de fonctionnement, matériel, déplacements professionnels, repas d'affaires, et elle n'est imposée que sur le bénéfice restant. La société permet de payer ses dépenses avant de payer ses impôts, ce qui constitue un avantage financier colossal. L'utilisation judicieuse de ces structures juridiques fait partie intégrante de ce que l'on appelle le quotient intellectuel financier. Ce QI financier ne se résume pas à une seule compétence, mais à la synergie de 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier est la comptabilité, c'est-à-dire la capacité à lire et à comprendre les chiffres, à analyser les états financiers pour évaluer la santé d'une entreprise ou d'un investissement. C'est la base indispensable sans laquelle aucune décision sérieuse ne peut être prise. Le deuxième pilier est l'investissement, que l'on peut définir comme la science de l'argent qui crée de l'argent. Cela implique de connaître les différentes classes d'actifs, les stratégies de rendement et la gestion des risques. Le troisième pilier est la compréhension des marchés, c'est-à-dire l'analyse de l'offre et de la demande. Il s'agit de repérer les tendances, de comprendre les cycles économiques et d'identifier les besoins non satisfaits des consommateurs. Un investissement techniquement parfait peut s'avérer désastreux s'il n'y a pas de marché pour l'absorber. Enfin, le quatrième pilier, qui relie et protège les trois autres, est la connaissance de la loi. Il englobe la maîtrise des avantages fiscaux et la protection du patrimoine contre les litiges. Dans une société de plus en plus procédurière, posséder des actifs en son nom propre est un risque majeur. Les individus fortunés ne possèdent rien directement. Ils contrôlent tout par l'intermédiaire de sociétés et de fiducies qui les mettent à l'abri des poursuites judiciaires. L'ignorance de ces 4 piliers coûte extrêmement cher tout au long d'une vie. Les personnes qui se contentent de travailler dur pour un salaire, sans chercher à optimiser leur situation fiscale ni à protéger leurs actifs, finissent par céder une part immense de leur richesse à l'État. Ils travaillent de janvier à mai uniquement pour payer leurs impôts. Apprendre à utiliser les lois à son avantage n'est pas un acte de fraude,
C'est un acte de responsabilité financière. Les gouvernements eux-mêmes encouragent certains comportements, comme l'investissement immobilier ou la création d'entreprises, en offrant des incitations fiscales, car cela stimule l'économie et crée des emplois. Il est donc crucial de s'entourer de professionnels compétents. Les experts comptables, les avocats fiscalistes et les conseillers juridiques ne sont pas des dépenses superflues, mais des investissements hautement rentables. Leurs honoraires sont largement compensés par les économies d'impôts réalisées et la sécurité juridique apportée. Cependant, déléguer ne signifie pas abdiquer. Il faut posséder une compréhension suffisante de ces mécanismes pour pouvoir dialoguer avec ces experts, orienter leurs actions et prendre les décisions finales. En maîtrisant le bouclier fiscal et la puissance des structures juridiques, on cesse d'être une victime du système pour en devenir un acteur averti, capable de conserver et de multiplier la richesse âprement gagnée. Chapitre 6. L'audace d'inventer l'argent et de saisir l'invisible. Les opportunités les plus lucratives ne se trouvent jamais à la vue de tous. Elles se fabriquent grâce à un esprit exercé à voir ce que les autres ignorent. L'argent n'est finalement qu'une idée, une construction de l'esprit qui récompense l'audace et la créativité. Dans le monde de l'investissement, il existe deux grandes catégories de personnes. La première, de loin la plus nombreuse, regroupe les investisseurs passifs. Ces individus achètent des produits financiers préemballés, conçus par des banques, des courtiers ou des promoteurs immobiliers. Ils placent leur argent dans des fonds communs de placement, des assurances-vie ou des programmes immobiliers clés en main. C'est une approche tout à fait honorable et certainement préférable à l'inaction, mais elle offre des rendements limités et ne permet pas de développer une véritable intelligence financière. La seconde catégorie est celle des investisseurs actifs, ceux qui créent l'investissement de toutes pièces. Ce sont les véritables bâtisseurs. Ils ne se contentent pas d'acheter ce qui est déjà sur le marché, ils assemblent les pièces d'un puzzle que personne d'autre n'a remarqué. Pour atteindre ce niveau, il faut développer des compétences spécifiques qui vont bien au-delà de la simple épargne. La première de ces compétences est la capacité à dénicher une opportunité que tout le monde a manqué. Il s'agit d'entraîner son regard à repérer la valeur là où les autres ne voient que des problèmes. Une maison délabrée dans un quartier en devenir, une entreprise mal gérée mais possédant un excellent produit, un terrain mal exploité. Ce sont des pépites invisibles pour l'œil non exercé. La deuxième compétence cruciale est l'art de lever des fonds. L'excuse la plus courante pour ne pas investir est le manque de capital initial. L'expression « il faut de l'argent pour faire de l'argent » est l'une des croyances les plus limitantes qui soient. Les investisseurs chevronnés savent que si l'opportunité est réellement exceptionnelle, l'argent se trouvera toujours. Ils apprennent à structurer des accords, à convaincre des partenaires, à utiliser l'effet de levier du crédit bancaire ou à faire appel à des investisseurs privés. Ils comprennent que leur rôle principal n'est pas de fournir les fonds, mais de fournir l'intelligence de l'opération. L'argent suit toujours les bonnes idées et les personnes capables de les exécuter. La troisième compétence indispensable est la capacité à organiser des personnes intelligentes. Les individus qui réussissent financièrement ne cherchent pas à être les plus intelligents dans la pièce. Au contraire, ils s'entourent d'experts plus brillants qu'eux dans des domaines spécifiques, avocats, comptables, courtiers, artisans. Leur talent réside dans la coordination de ces talents divers pour mener à bien un projet. Ils agissent comme des chefs d'orchestre, harmonisant les compétences pour produire un résultat exceptionnel. Le leadership et la communication deviennent alors des atouts financiers majeurs. Cependant, le développement de ces compétences se heurte souvent à un obstacle psychologique majeur, la peur de l'échec et le doute de soi. Le système scolaire nous a conditionnés à considérer l'erreur comme une faute grave, sanctionnée par de mauvaises notes et la réprobation. Dans le monde réel, et particulièrement dans le domaine financier, l'erreur est le principal vecteur d'apprentissage. Les personnes qui évitent l'échec à tout prix évitent également le succès. Les plus grandes réussites sont souvent pavées de tentatives infructueuses, de mauvais calculs et de pertes financières. La différence réside dans la réaction face à ces revers. Là où le cynique voit une confirmation que l'investissement est dangereux, l'esprit audacieux analyse ses erreurs, en tire des leçons précieuses et repart au combat avec une expérience accrue. Le cynisme est d'ailleurs un poison mortel pour la création de richesses. Il est facile de trouver 1000 raisons pour lesquelles un projet va échouer. Les cyniques se concentrent sur les risques, les obstacles, les crises économiques potentielles. Ils paralysent l'action par une analyse excessive et pessimiste. Les créateurs de richesses, sans pour autant être des optimistes aveugles, se concentrent sur les solutions. Ils évaluent les risques avec lucidité, mettent en place des stratégies pour les atténuer, et passent à l'action. Ils savent que le risque zéro n'existe pas, et que le plus grand risque de tous est de ne rien faire, laissant l'inflation et les impôts éroder lentement leur pouvoir d'achat. L'audace d'inventer l'argent s'illustre parfaitement dans les transactions immobilières créatives. Il est possible d'acheter un bien immobilier sans apport personnel, simplement en négociant habilement les conditions avec un vendeur pressé, en reprenant un prêt existant ou en structurant un paiement échelonné. Ces montages exigent une connaissance pointue du marché, une excellente capacité de négociation et une bonne dose de courage. Ce n'est pas de la magie,
c'est l'application pratique de l'intelligence financière. L'argent est créé à partir d'un accord, d'une idée, d'une signature sur un contrat. En fin de compte, l'esprit humain est l'actif le plus puissant dont nous disposons. S'il est nourri par une éducation financière continue, stimulé par des défis et libéré de la peur paralysante de l'échec, il est capable de générer une abondance infinie. Inventer l'argent, c'est refuser d'être une victime des circonstances économiques pour devenir le créateur de sa propre réalité financière. C'est un jeu intellectuel passionnant, exigeant, mais dont les récompenses dépassent largement le simple aspect matériel. Il offre la liberté absolue de choisir sa vie. Chapitre 7. Bilan. La théorie la plus brillante demeure stérile si elle ne s'accompagne pas d'une mise en pratique rigoureuse et constante. Le chemin vers l'abondance exige de surmonter la paresse, l'arrogance et les mauvaises habitudes pour enfin passer à l'acte. Il est fréquent de rencontrer des personnes possédant une excellente culture économique, capables d'analyser les marchés avec finesse, mais qui restent pourtant enlisées dans des difficultés financières. La raison de ce paradoxe est simple. Entre le savoir et le résultat se dresse le mur de l'exécution. Pour franchir ce mur, il est impératif d'identifier et de neutraliser les obstacles psychologiques et comportementaux qui entravent le passage à l'action. Le premier de ces obstacles, souvent le plus insidieux, est la paresse. Il ne s'agit pas nécessairement de la paresse physique de celui qui refuse de se lever le matin. La forme la plus courante et la plus destructrice de paresse est celle qui se déguise sous les traits de l'hyperactivité. Les gens se disent trop occupés par leur travail salarié, par les tâches ménagères ou par les obligations sociales pour prendre le temps de s'occuper de leurs finances. Ils utilisent leur emploi du temps surchargé comme une excuse pour fuir la responsabilité de construire leur patrimoine. Combattre cette paresse exige de retrouver un peu d'avidité saine, de se reconnecter à ses désirs profonds. Se demander « À quoi ressemblerait ma vie si je n'avais plus besoin de travailler ?» permet de raviver la motivation nécessaire pour trouver le temps d'investir en soi-même. Un autre obstacle majeur réside dans les mauvaises habitudes financières, et particulièrement dans la gestion des flux de trésorerie. La règle d'or, souvent répétée mais rarement appliquée, consiste à se payer en premier. La plupart des individus paient d'abord leurs factures, leurs impôts, leurs créanciers, et s'il reste un peu d'argent à la fin du mois, ils l'épargnent ou l'investissent. Le problème est qu'il ne reste généralement rien. Se payer en premier signifie allouer une partie de ses revenus à sa colonne d'actifs avant même de régler la moindre facture. Cette approche crée une pression psychologique intense. Lorsque l'argent vient à manquer pour payer les créanciers, cette pression force l'esprit à devenir créatif, à chercher de nouvelles sources de revenus, à trouver des solutions innovantes. C'est une méthode radicale pour stimuler l'intelligence financière et garantir la croissance continue de son patrimoine. L'arrogance est également un frein redoutable. L'arrogance se manifeste lorsque l'on croit que ce que l'on ignore n'a pas d'importance. De nombreux investisseurs perdent de l'argent parce qu'ils refusent d'admettre leur ignorance dans un domaine précis et s'entêtent sans demander conseil. L'humilité est une vertu financière essentielle. Lorsqu'on aborde un nouveau secteur, que ce soit les crypto-monnaies, l'immobilier commercial ou les marchés boursiers, il faut accepter de redevenir un étudiant. Il est vital de lire des ouvrages spécialisés, d'assister à des séminaires, et surtout, de s'entourer de personnes qui ont déjà réussi là où l'on souhaite aller. Le choix de son entourage est déterminant. Fréquenter des personnes qui partagent les mêmes ambitions et qui parlent d'opportunités plutôt que de se plaindre de l'économie permet de maintenir un état d'esprit orienté vers le succès. Le passage à l'action nécessite également de définir une raison d'agir plus grande que la simple accumulation de billets de banque. L'argent pour l'argent ne suffit pas à maintenir la discipline sur le long terme. Il faut une motivation profonde, un mélange de « je ne veux plus » et de « je veux absolument ». Je ne veux plus être à la merci d'un patron, je ne veux plus m'inquiéter pour mes vieux jours. Je veux être libre de voyager, je veux pouvoir offrir la meilleure éducation à mes enfants, je veux avoir le contrôle de mon temps. Cette clarté d'intention agit comme un phare dans les moments de doute et de fatigue. Enfin, l'action véritable implique de comprendre la puissance du don. Cela peut sembler contre-intuitif dans un ouvrage dédié à l'enrichissement personnel, mais la générosité est un principe fondamental de l'abondance. Les personnes qui retiennent l'argent par peur d'en manquer bloquent le flux naturel de la richesse. Donner de son temps, de ses connaissances ou de son argent à des causes qui nous tiennent à cœur crée une dynamique d'ouverture. Enseigner ce que l'on a appris est d'ailleurs le meilleur moyen de consolider ses propres connaissances. Les mentors financiers insistent souvent sur ce point. Si l'on souhaite recevoir de l'argent, il faut d'abord en donner. Si l'on souhaite recevoir de bons conseils, il faut d'abord aider les autres. En conclusion, la philosophie développée tout au long de cette réflexion ne promet pas de formule magique pour devenir riche du jour au lendemain. Elle propose un cheminement exigeant, qui demande de désapprendre les dogmes de la société de consommation, de maîtriser ses émotions, de se former continuellement et de faire preuve d'une audace calculée. Arrêter de chercher un emploi sûr pour commencer à chercher des actifs est une révolution personnelle. Le voyage est long, parsemé d'embûches et d'erreurs inévitables, mais la récompense est inestimable. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses matérielles,
mais de conquérir la liberté la plus précieuse qui soit. Celle de disposer de sa vie exactement comme on entend. Le pont est construit, les règles sont connues, il ne reste plus qu'à faire le premier pas.